Les titres, c'est fini. La contestation d'une bonne partie des acteurs du secteur informel a finalement eu raison de lui. Donatien Nagalo a démissionné aujourd'hui même de son poste de ministre en charge du commerce. Vous l'entendrez dans sa déclaration lue aujourd'hui même. Dans ce journal également, et toujours dans le secteur du commerce, le report du CIAO cette année affecte plusieurs artisans. Parmi eux, il y a Pagidi Nyondi et Boukari Kwadima, artisans à Fada, qui ont engagé d'énormes efforts et économies pour préparer ce biennale de l'artisanat. Eh bien, ils font face maintenant à un problème d'écoulement de leurs produits. Vous les entendrez, ils sont dans le désespoir. Et puis, dans ce journal aussi, bien des gens connaissent la radiographie, l'échographie et beaucoup d'autres technologies d'imagerie médicale, ainsi que les images captivantes qui leur sont associées, mais peu comprennent vraiment la fonction exacte et la valeur de ces services. C'est 8 novembre, à l'occasion de la Journée internationale de la radiologie, notre équipe a fait un zoom sur ce corps de métier qui est venu améliorer la prise en charge sanitaire des malades. Eh bien, le Burkina Faso est bien doté en termes de matériel et de personnel en la matière. Mais attention, la sonnette d'alarme est toujours tirée. Il n'y a toujours pas d'appareil d'IRM dans aucun hôpital public burkinabé. Dans ce journal aussi, la journée internationale de l'écrivain africain est célébrée chaque 7 novembre. C'était hier donc, elle rend hommage à tous les illustres hommes et femmes des lettres du continent, mais aussi elle met en lumière les difficultés auxquelles ils font face à l'occasion de l'édition 2022. Nous nous intéressons au rôle de l'écrivain burkinabé dans la lutte contre le terrorisme. Autrement dit, l'écrivain burkinabé doit-il continuer à faire seulement que de l'art, ou doit-il s'adapter ou bien adapter ses écrits au contexte socio-politique et sécuritaire actuel? Nous avons posé la question à des écrivains, à des enseignants de lettres et à des critiques littéraires. Vous les entendrez, c'est le dossier de ce journal. Voilà pour le sommaire. Bonsoir et bienvenue. À peine 2 semaines seulement, et puis c'est fini. Son passage à la tête du ministère en charge du commerce restera sans doute comme l'un des plus courts de l'histoire de ce département ministériel, fortement contesté dès sa nomination par des franges entières du secteur informel, accusé d'être trempé dans des malversations. Roch Donatien Nagalo n'a même pas eu le temps de prendre officiellement fonction. Il a démissionné ce 8 novembre. Écoutez-le, Maximile Boudot. À mon âme et conscience, je reconnais être un citoyen burkinabé honnête et intègre, dévoué et engagé pour contribuer à l'édifice de notre nation commune, mais au vu du contexte social, économique et sécuritaire, je me sens interpellé que la seule façon de servir sa nation est d'être à la hauteur des événements et contribuer de manière humble, intègre et civique à la cohésion sociale. C'est pourquoi j'ai jugé utile de renoncer à ma fonction pour donner au gouvernement du Premier ministre Apollinaire Joachim Kellem de Tambela toutes les chances de travailler dans un climat serein et apaisé. Je voudrais souhaiter plein succès au futur ministre en charge du commerce et le rassurer de notre accompagnement pour l'atteinte des résultats escomptés. Je lance un appel solennel à toutes les organisations de commerçants et du monde des affaires, pétries de valeurs d'intégrité, de loyauté, d'humilité, de patriotisme, à rester solidaires pour soutenir le gouvernement dans sa quête de paix et de cohésion sociale. J'invite également l'ensemble des commerçants instrumentalisés à renoncer à ces pratiques contraires aux valeurs qu'incarne notre nation. Nous invitons les gouvernants à prendre en compte les aspirations réelles du peuple burkinabé et d'œuvrer pour un Burkina de justice, d'équité et de solidarité. Une seule question maintenant, qui sera le successeur de Donatien Nagalo? Le prochain ministre du Commerce sera-t-il sensible aux victimes du report du CIAO? Va-t-il trouver des moyens pour les dédommager, tous ces artisans et autres commerçants qui avaient réalisé de grands stocks dans la perspective de les écouler au cours du biennale de l'artisanat africain? À Fada Ngouma, par exemple, Pagidi Nyoli et Boukari Kwadima, tisseuses et vendeurs de paille tissée, ne savent plus comment faire face à leurs charges. Océane d'abonnés, juste en manteau.
Initialement prévue du 28 octobre au 6 novembre, la 16e édition du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou a été reportée à une date ultérieure. Ce report, dû au coup d'État du 30 septembre dernier, affecte le pays, surtout les artisans. Une pilule difficile à avaler pour ceux de Fada qui s'étaient déjà préparés pour l'événement et espéraient écouler leurs marchandises. Voyant nos articles vraiment entassés et qu'il y a eu le port, ça nous a beaucoup fatigués. Parce que nous, on avait vraiment pris toutes nos économies là, confectionner nos pagnes et faire des accessoires pagnes, en se disant que au CAO, on va pouvoir liquider. Depuis un certain temps, nous avons pris vraiment largement le temps de préparer pour cet événement qui est une référence. Nous attendons vraiment beaucoup de collaborateurs, beaucoup de partenaires qui allaient descendre et aussi également tous les produits que nous avons eu à réaliser. Aujourd'hui, on se retrouve avec beaucoup de produits. L'écoulement devient très difficile. Ces artisans de Fada, eux, espèrent le plus tôt possible une date pour la tenue de la Biennale de l'artisanat africain, afin qu'ils puissent vivre du fruit de leur art. Toujours, nous prions vraiment que notre gouvernement puisse trouver vraiment une solution pour que ce CAO-là puisse continuer. On va toujours demander de briller vraiment, de tout faire pour que le CAO, pour qu'on reprogramme le CAO, pour que nos artisans qui n'ont pas de marché et pour vivre l'insécurité, quand on n'arrivait pas à liquider nos projets, et que c'était l'opportunité de faire liquider ces produits. Notons tout de même que le CAO n'est pas le seul événement à avoir connu un report, même s'il reste le plus emblématique. Sur cette liste figurent la Semaine nationale de la culture, la Nuit des Galians, Africalia et les rencontres musicales africaines. À présent, cette brève, la grève des travailleurs de la Citaraï va peut-être bientôt prendre fin, si on en croit à cette réunion qui a eu lieu aujourd'hui même entre la CGTB Citaraï et la direction de la Citaraï en présence du ministre en charge de la fonction publique et celui en charge du transport. Une solution a, semble-t-elle, été trouvée entre les deux parties et le travail devait reprendre dans les prochains jours. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Et la suite de ce journal, dans un tout autre registre, ce 8 novembre, l'on célèbre la Journée internationale de la radiologie. Vous le savez, cette technologie d'imagerie médicale qui permet de détecter des pathologies dans de nombreuses spécialités et d'améliorer la prise en charge des malades. Au Burkina, le système sanitaire est plutôt bien doté en la matière, en personnel et en matériel, sauf que, hélas, dans aucun hôpital public burkinabé, il n'y a toujours pas d'IRM. Abdou Aziz Saré. Centre hospitalier universitaire de Bogodougou. Victime d'une déchirure au doigt, Seguiam Compaoré est venu pour une radiographie de sa main. Il veut s'assurer que son mal n'est pas grave. Après analyse, le médecin notifie au jeune homme que son doigt n'a rien d'alarmant. Dans la salle d'à côté, il y a aussi cet autre patient venu pour une radiographie de sa tête afin d'être situé sur l'origine du mal qui lui donne des insomnies. Ces médecins chargés de diagnostiquer les pathologies à l'aide d'appareils d'imagerie médicale sont appelés des radiologues. Leur rôle, repérer les fractures, tumeurs ou infections sur toutes les parties du corps afin de mieux les traiter. Ils surveillent également la croissance du fœtus chez la femme enceinte. Chaque mois, ce sont environ 3000 patients que le CHU de Bogodougou reçoit au niveau du service de l'imagerie qui comprend la radiologie, l'échographie et le scanner. Depuis l'avènement de l'imagerie médicale au Burkina Faso, il y a eu de l'évolution dans la prise en charge sanitaire des malades, à en croire la chef du service de l'imagerie du CHU Bogodougou.
Les médecins, avant l'imagerie, allaient directement sur la clinique. C'est la clinique qui permettait de poser le diagnostic, avec toutes les erreurs que cela pouvait comporter. Je pense que depuis l'avènement de l'imagerie, on a gagné un peu plus de temps pour la prise en charge. La prise en charge devient plus rapide. En fait, c'est à ça que cela sert. Nous disons donc que l'imagerie est un outil d'aide au diagnostic parce que ça nous permet de poser le diagnostic plus rapidement et de prendre en charge les patients de façon précoce. Le Burkina Faso dispose aujourd'hui de plusieurs appareils adéquats capables de détecter toutes les pathologies au stade précoce, poursuit la responsable de l'imagerie du CHU de Bogodougou. Le pays est doté de différents équipements. C'est vrai qu'il y a beaucoup de projets actuellement pour pouvoir équiper tous les CHR en matériel diagnostic assez performant, pour ne pas que cela soit seulement localisé dans les grands centres. Donc nous avons des projets, je pense, de scanners qui vont être installés dans les différents CHR pour bientôt. Outre le rôle de diagnostic, la radiologie permet désormais de traiter certaines pathologies à travers la radiologie interventionnelle. Effectivement, en plus du diagnostic, les rayons X peuvent traiter. Au niveau de la radiothérapie, ils sont utilisés directement pour traiter la tumeur, surtout les tumeurs malignes, et ils sont utilisés par les radiologues pour suivre le produit qui va aller traiter la lésion. C'est-à-dire quand nous voulons faire par exemple une embolisation, nous utilisons des rayons, surtout sous scanner ou une artériographie pour pouvoir faire une embolisation. Dans l'imaginaire populaire, il n'est pas rare d'entendre certains affirmer que les rayons X sont nuisibles pour la santé. C'est ce qui expliquerait la réticence de certains malades à se faire diagnostiquer. Alors, qu'en est-il réellement? Le rayon X, il a des propriétés diagnostiques à une certaine dose. Et le rôle du radiologue, c'est donc de pouvoir valider le bulletin que le médecin aura prescrit en respectant donc les règles de radioprotection. C'est-à-dire qu'on ne fera pas une radiographie aujourd'hui à un enfant et répéter un autre examen utilisant les rayons X le lendemain, par exemple une tomodensitométrie, parce que le rôle du radiologue, c'est de respecter donc ces normes de radioprotection-là, les doses aussi basses que possible, de façon raisonnable et justifiée. Donc, normalement, les rayons X utilisés à dose médicale ne rendent pas malade. À ce jour, le Burkina Faso compte plus de 100 radiologues repartis dans les différents centres de santé disposant d'une imagerie médicale. Ce 8 novembre, journée internationale de la radiologie, ils n'ont qu'un seul souhait, que le gouvernement dote le pays d'au moins une IRM. La seule IRM qui se trouvait au CHU Tengandogo est en panne depuis quelques années. À l'endroit des autorités, c'est de pouvoir être à l'écoute des radiologues, être à l'écoute dans ce sens qu'il faut qu'ils soient en avant pour pouvoir commander les équipements, les spécifications techniques de ces équipements, parce que c'est eux qui sont les premiers utilisateurs de ces équipements. Après la commande, le service après-vente, il faut que les radiologues aussi mettent leur main là-dedans pour pouvoir même choisir le fournisseur qui va venir déposer cet appareil et que tous ces radiologues-là soient avant, pendant et à la fin. Le service après-vente, je pense que c'est sur ça que nous devons mettre aussi un accent et les radiologues doivent être partie prenante de cette partie-là, en tout cas, de l'achat des équipements au Burkina Faso. Le choix du 8 novembre comme journée internationale de la radiologie n'est pas fortuit. C'est à cette date que le physicien allemand Wilhelm Conrad Röntgen a découvert l'existence des rayons X en 1895. C'est une autre méthode médicale qui, elle, a un impact sur la santé des mères et des enfants et même sur la vie sociale de la famille. La planification familiale et notamment les méthodes contraceptives sont en progression au Burkina, mais les pesanteurs traditionnelles et culturelles génèrent encore des résistances, parfois assez fortes par endroits. Alors le gouvernement insiste sur la sensibilisation. Elle est encore au cœur de cette Semaine nationale de la planification entamée depuis hier. Maxime Boudot. Il y a de plus en plus un engouement autour de l'utilisation des méthodes contraceptives au Burkina Faso selon le ministère en charge de la Santé. Le taux de prévalence est passé de 25% en 2015 à 31,9% en 2021.
Malgré les efforts du gouvernement, les préjugés socio-culturels et financiers demeurent un des freins importants de l'accès des femmes aux services de planification familiale. Face à ces difficultés, le gouvernement décide de promouvoir les bonnes pratiques au cours de la semaine de la planification familiale. L'objectif est de sensibiliser les familles sur l'importance de l'utilisation des services de planning familial. L'objectif que nous nous assignons, c'est d'atteindre un objectif de 41,3% de prévalence contraceptive. Et pour pouvoir arriver effectivement à cet objectif, il est important que nous nous mobilisions pour lever tout ce qu'il y a comme contraintes sociales en termes de préjugés sur la planification familiale. Certains hommes et femmes sont toujours réticents quant à l'utilisation des méthodes contraceptives. L'idée durant cette semaine est de susciter plus d'engouement autour des méthodes d'espacement des naissances. Les couples pourront aussi choisir gratuitement leur méthode dans tous les établissements de santé publique. La planification familiale constitue une intervention peu onéreuse et très rentable dans la lutte contre la mortalité et la morbidité maternelle, néonatale et infanto-juvénile. Cette semaine constitue non seulement une excellente opportunité de plaidoyer, de mobilisation sociale en faveur de la planification familiale, mais aussi et surtout pour l'intensification d'offres gratuites des méthodes contraceptives aux populations. Des structures comme Maristop International œuvrent aux côtés de l'État pour améliorer le taux de prévalence des méthodes contraceptives. Avec la gratuité des produits, de nombreuses femmes fréquentent ces associations. Nous avons toute une gamme de méthodes. Nous avons les stérilets qui peuvent protéger la femme pendant 10 ans. Donc nous avons les implants. Il y a le Jadel qui est là, il y a l'implano qui est là. La nécessité est de permettre en fait à la femme de pouvoir espacer les naissances. Et lorsque les naissances sont espacées, ça a plus d'avantages pour la famille, pour la femme, pour l'enfant, pour le père. 11e du genre, la semaine de la planification familiale est célébrée cette année autour du thème « Accès aux soins et services de planification familiale de qualité dans un contexte de crise humanitaire ». On change complètement de cap dans ce journal. La finale de Orange Summer Challenge, première édition, s'est tenue ce week-end. Elle a opposé 4 équipes de jeunes start-up qui ont proposé des projets innovants à fort impact social. Une compétition qui a vu la victoire du groupe Cobermi, un groupe qui a mis sur pied une solution pour une productivité des sols et un meilleur rendement agricole. Archimède Boy. Cobermi, c'est à la fois le nom du groupe et du projet lauréat de la première édition de Orange Summer Challenge Burkina Faso. Ces jeunes proposent via les nouvelles technologies des solutions pour une meilleure productivité des sols en vue d'atteindre l'autosuffisance alimentaire. Ils reçoivent chacun une cagnotte de 800 000 francs CFA et un ordinateur portable. Nous avons proposé un projet qui s'appelle Cobermi. La solution permet d'analyser la fertilité des sols et de proposer des cultures adaptées à ces sols-là. Nous avons remarqué en fait qu'il y a une dégradation continue des sols au Burkina Faso. C'est dans ce sens que dans Orange Summer Challenge, autour du thème Tech for Good, c'est-à-dire la technologie au service du bien-être, nous avons voulu proposer une autre solution au service des agriculteurs en les aidant à gérer efficacement leurs sols. Susciter l'entrepreneuriat social chez ces jeunes et fédérer des intelligences en vue de proposer des solutions pour le bien-être de l'humanité. C'est l'objectif principal de Orange Digital Center qui a assuré pendant 3 mois la formation de ces innovateurs. Les perspectives d'accompagnement, vous savez que Orange Digital Center, nous avons une école de formation, l'école de Côte. Nous avons aussi un Orange Fab qui est un accélérateur de start-up. Donc ces jeunes déjà qui sont en train d'amorcer l'entrepreneuriat digital peuvent être accélérés au sein de l'accélérateur corporate de Orange Digital Center qui est Orange Fab. Le prix Google d'1 300 000 francs CFA revient au groupe Phyto Lafi
classé deuxième de la compétition avec son projet visant à éliminer les ravageurs des productions agricoles, et le prix coup de cœur de la Tunisie d'environ 700 000 francs CFA attribué au groupe Clavus, classé troisième de la compétition avec sa solution conçue pour faciliter les communications malgré les barrières linguistiques. Maintenant, si je vous dis Samben Ousmane, Amadou Kourouma, Naziboni, Junior Achibé, Mariam Abba, vous me direz sans doute dénominateur commun, écrivains africains. Eh bien, ils sont nombreux à vous avoir fait rêver, pleurer, voyager, mis parfois en colère à travers leurs livres. Et au moment où on les célèbre, c'était hier la journée internationale de l'écrivain africain, une question se pose. Comment l'écrivain africain doit-il manifester son engagement à travers ses écrits dans un contexte socio-politique très particulier? La réponse dans ce dossier signé Roméo Koïta. Boubacar Dao est écrivain et président de la Société des auteurs, des gens de l'écrit et des savoirs. À l'occasion de la Journée internationale de l'écrivain africain, l'association qu'il dirige a délivré un message sur sa page Facebook. L'écrit exhorte, entre autres, les écrivains burkinabés à adapter leurs plumes à la situation socio-sécuritaire du pays afin d'apaiser les cœurs des populations en cette période critique de l'histoire du Burkina Faso. Pour ces hommes de lettres, sans vouloir mettre l'écrivain dans un moule, ce dernier devrait pouvoir écrire au présent. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas être là et que des hommes, des femmes, des enfants meurent et que nous ne puissions pas dire quelque chose et que nous soyons en train d'écrire de la poésie juste pour rire, pour charmer. Non, cette poésie doit charmer, mais cette poésie doit pouvoir parler au cœur des hommes et des femmes, doit pouvoir nous aider dans le combat actuellement contre le terrorisme. Donc l'artiste doit pouvoir porter un message parce qu'il sera incompris s'il s'enferme dans sa tour d'ivoire. Même son de cloche, c'est cet enseignant-chercheur qui pense qu'en fonction du contexte, l'écrivain devrait pouvoir rompre avec l'idée de ne faire que l'art pour l'art afin de se réinventer et s'adapter tout en gardant sa liberté. Dans une situation comme la nôtre, l'écrivain, l'écriture constitue une arme pour sensibiliser, une arme pour éveiller les consciences, une arme pour appeler à ce qu'on appelle aujourd'hui la mobilisation générale, pour que tout le monde s'y mette. Et vous n'êtes pas sans savoir que les écrivains, il écrit, mais ses idées voyagent. Et lorsque plusieurs personnes liront ce qu'il a écrit, verront sa prise de position, mais ça peut être un début d'engagement pour les autres. Mais comment réussir une telle mission dans un environnement où la filière du livre est en crise, avec une industrie quasi inexistante et où 12% des livres consommés en Afrique sont produits hors du continent, selon cet ancien chercheur. Quand il n'y a pas cette forme d'infrastructuration de la littérature, comme Kizerbo parlait d'infrastructurer la culture, ça ne peut pas marcher. Donc il faut qu'on aille vers l'industrialisation du livre, vers l'infrastructuration du livre. Et en ce moment-là, cela ne peut se faire que si l'on prenait véritablement à bras le corps la question de l'édition. Un véritable handicap pour la création et la production. Des jeunes écrivains comme Jean-Yves Nébier, auteur de 2 romans, accusent le coup. Pour sortir son second ouvrage, il a dû se débrouiller tout seul. Nous étions obligés de travailler à promouvoir nous-mêmes le livre, à aller à la rencontre des élèves nous-mêmes, à préparer toutes nos rencontres littéraires, à rencontrer les télévisions, à distribuer nous-mêmes nos propres livres, parce qu'avec certaines librairies, nous avons des difficultés pour pouvoir déposer. On nous demande de déposer par exemple une œuvre ou 2 exemplaires, alors que nous en avons des tas. Donc ce n'est pas assez facile. L'absence de cette industrie du livre impacte parfois la qualité des œuvres de cette nouvelle génération d'écrivains, selon certains critiques. Il y a des œuvres, pas forcément de bonne qualité, parce que c'est toute la chaîne du livre qu'il faut voir. Du jour au lendemain, des auteurs s'improvisent écrivains. Du jour au lendemain, des imprimeurs s'improvisent, s'autoproclament éditeurs, sans avoir un comité de lecture et autres. Je crois que la bagarre, c'est un peu à ce niveau-là. Il faudrait pouvoir accompagner. Sinon, il y a une floraison d'auteurs
c'est lié aussi au numérique. Aujourd'hui, facilement, on peut avoir un tapuscrit, alors que ce n'était pas évident. On n'avait pas la machine à écrire il y a quelques années. Et pourtant, la littérature africaine a toute sa place dans les bibliothèques mondiales. Certains écrivains font parfois la fierté du continent, comme le Burkinabé Aristide Tagnagda, lauréat du Grand Prix littéraire d'Afrique noire en 2017. Il pense qu'au milieu de cette pénombre, il y a tout de même une lueur d'espoir. Aujourd'hui, un auteur comme Mohamed Bougar Sarr, qui a traversé cette édition des Récréatrales et qui est prix Goncourt, montre justement que nous avons toute notre place au cœur et au sein de la littérature monde. Voilà. Et que, mais pour cela, je pense que ce n'est pas faute de talent, mais c'est faute d'espace, des outils d'accompagnement, parce que nos politiques, nos gouvernants n'ont pas encore compris que ce qui est important pour un peuple, c'est surtout son imaginaire, c'est surtout sa façon de se projeter dans le monde, de se définir vis-à-vis des autres. Poser la problématique sur l'essor de la littérature africaine, s'interroger sur les grands défis, c'est aussi cela le sens de la commémoration de la Journée internationale de l'écrivain africain, instituée par l'ONU en 1992. Et les livres, vous le savez, ont aussi un très fort rapport pédagogique. C'est le cas de cet ouvrage coécrit par deux auteurs au parcours différents, l'un fiscaliste, l'autre spécialiste de l'administration territoriale. C'est un livre intitulé « Droits des associations au Burkina », de quoi permettre aux organisations de la société civile de mieux connaître leurs droits, mais aussi leurs devoirs en termes fiscaux et politiques. Sandrine Zougouri, Luc Pabelgam. Droits des associations au Burkina Faso, c'est le tout premier ouvrage du Dr Aristide Béry et de Tidiane Kabouri. Structuré en deux parties, le droit processuel et matériel et la fiscalité associative. Partie d'une faible capacitation et professionnelle des acteurs de la société civile, cet ouvrage va leur permettre désormais d'être en règle et de jouer pleinement leur rôle. L'ouvrage a été donc édité dans le sens justement d'une meilleure capacitation et d'une meilleure diffusion du droit des associations, aussi bien d'un point de vue, j'allais dire, politique et fiscal. Donc ce qui nous a conduit à éditer l'ouvrage ce matin, sur la base, comme nous l'avons dit, des séminaires, des ateliers de capacitation que nous avons pu faire en marge des sessions d'Africa Capacité et des sessions du centre de capacitation des organisations de la société civile burkinabé qui avaient été initiées par l'ONG Diakoné à son temps. Par droit processuel, il s'agit de l'ensemble du processus administratif et juridique conduisant à la naissance de l'association. Et une fois née, nous abordons l'autre dimension qui est la dimension matérielle, c'est-à-dire l'association vue de dedans. À l'intérieur de l'association, comment on assure le management matériel et effectif d'une organisation de la société civile. Si Aristide Béry s'occupe du droit processuel et matériel, la question de la fiscalité associative est l'affaire de l'expert Tidiane Kabouri. Au Burkina Faso, il n'y a pas un régime fiscal, c'est-à-dire une fiscalité spécifique dédiée en fait aux associations. C'est-à-dire que c'est la fiscalité de droit commun qui est applicable en fait aux sociétés commerciales qui fonctionnent, qui est en vigueur. Sauf qu'il y a des particularités, et ces particularités, c'est quoi? Vous allez voir qu'au niveau de la taxe sur la valeur ajoutée qu'on appelle la TVA en abrégé, en fait, est supportée par les ONG, mais remboursée. Selon certaines conditions. Ça, par exemple, ça ressort dans la deuxième partie. Il faut reconnaître également aussi qu'au niveau de l'immatriculation, désormais, les associations, les ONG ont l'obligation de se faire immatriculer à ce qu'on appelle couramment chez nous, en matière fiscale, le numéro UFI. Le numéro UFI, c'est quoi? C'est ce numéro qui vous permet d'être identifié au niveau des impôts, au niveau de la chaîne financière, comme Trésor, douane. N'oubliez pas aussi que les ONG, les associations, souvent importent des biens. Donc là aussi, c'est à travers les numéros UFI qu'on les reconnaît. Au niveau des impôts, aujourd'hui, tout est informatisé. Droit des associations au Burkina Faso, les co-auteurs ont mis 5 ans pour le finaliser. À travers leurs bijoux, ils veulent promouvoir le droit des associations au Burkina. Cet ouvrage de 200 pages est édité par les éditions Mercury. Dans les jours à venir, les auteurs estiment mettre en place le tome 2. Elle a fêté son 62e anniversaire il y a une semaine. L'armée burkinabé
fait face en ce moment à des enjeux et des défis énormes, peut-être les plus grands de toute son histoire. Alors, au moment où elle commémore plutôt ce 72e anniversaire, eh bien, le temps n'est pas aux festivités, mais plutôt à la sobriété et à l'introspection, comme cela a été le cas à Fadangourma. Amadou Diko. Un forage de 6 mètres cubes au profit des personnes déplacées internes installées au secteur 2 de la ville de Fadangourma. C'est le geste de l'armée à l'endroit des populations vulnérables en marge du 62e anniversaire des forces armées nationales du Burkina Faso. Un acte de solidarité des forces de défense et de sécurité qui devrait permettre de contribuer à renforcer les liens entre les populations civiles et les FDS. Ce matin, il y a la remise de ce forage qui témoigne cette solidarité avec la population. Et nous voulons qu'il soit le catalyseur dans cette lutte pour regagner les localités qui ont été désertées par ces populations et leur permettre d'y retourner. Un peu plus tôt dans la matinée, autorités administratives, militaires et paramilitaires ont rendu hommage aux soldats victimes du terrorisme tombés pour la patrie. À cette occasion, une gerbe de fleurs est déposée en mémoire de la trentaine d'éléments des forces de défense et de sécurité tombés les armes à la main au cours de l'année 2022 dans la région de l'Est. Nous avons manifesté vraiment notre compassion pour d'abord ces familles qui ont perdu leurs proches. Et nous avons aussi une pensée pieuse pour nos compagnons d'armes qui sont tombés dans cette lutte. Et nous souhaitons aussi un propre rétablissement à ceux qui sont toujours sur les lits d'hôpitaux, ceux qui sont blessés physiquement, moralement et même psychologiquement. Le gouverneur de l'Est, quant à lui, a invité les acteurs engagés dans la lutte contre l'insécurité à redoubler d'ardeur et de prudence sur le front. Un message de soutien aux forces de défense et de sécurité est également lancé aux populations par le premier responsable de la cité de Diabalompo. Il invite à la collaboration et à l'enrôlement dans les rangs des volontaires pour la défense de la patrie. Eh bien, les conditions difficiles dans lesquelles vivent les personnes déplacées internes parlent aussi et interpellent aussi les Burkinabés de la diaspora. La communauté Bissa de la diaspora s'est penchée sur la question au cours d'une grande rencontre. C'était le 15 octobre dernier au Océan d'Abonné, juste en moto. Le Djeka, le Saïri, Zuru et le German. Des pas de danse sur le stade Eto de Nzen à Yong de Libreville. La communauté Bissa vivant au Gabon accueille le chef des Bissa de la diaspora. Cette visite de Kiri Rou Nakala a pour objectif de valoriser la langue Bissa partout dans le monde. En 2017, nous avons vu à Tenkodogo des Bissa qui voulaient changer d'ethnie. Je pense que ce comportement n'honore pas la communauté. Je voudrais donc demander à chacun d'être fier de son ethnie et de sa culture, car aucune culture n'est au-dessus de l'autre. Au cours de cette rencontre, le chef a invité ses compatriotes à un retour aux sources. C'est bien d'aimer sa culture et de parler sa langue. Mais tout ceci ne sert à rien si vous tournez le dos à vos origines. S'il vous plaît, n'oubliez pas d'où vous venez. Il ne faut pas attendre d'être riche avant de retourner au village. Loin de la patrie, ces Burkinabés ont toujours les yeux tournés vers la situation sécuritaire du pays. Sensibles aux conditions des déplacés internes, ces jeunes apportent leur contribution à la prise en charge des PDI. J'invite toute la population à une collecte de fonds pour venir en aide aux personnes déplacées internes de notre pays, le Burkina Faso. La situation est peu reluisante. Il appartient à tous d'apporter une contribution afin de donner un peu de dignité à nos frères et sœurs en difficulté. La rencontre s'est terminée par un match amical entre Bissa et Gourissi. Deux groupes parents à plaisanterie. Question d'exprimer la cohésion sociale entre les Burkinabés. Au terme du match, ce sont les Gourissi qui prennent le dessus sur les Bissa par un score de 3 buts à 1.
puis un peu de sport maintenant pour finir. Vous le savez, le tirage au sort des huitièmes de finale de la Champions League européenne a été effectué hier. Il y a de très grands matchs en vue. Le Bayern affronte le PSG et puis le Real de Madrid, le grand Real de Madrid qui affronte Liverpool en huitième de finale. Les matchs auront lieu à partir du mois de février après la Coupe du Monde. En attendant, eh bien, les supporters ils vont de leurs pronostics mais aussi de leurs analyses. Arsène Konitamde. Les dés sont jetés pour les huitièmes de finale de la Champions League. Chacune des 16 équipes qualifiées sait désormais à quelle sauce elle sera mangée. L'une des rencontres les plus attendues, le choc entre Liverpool et le Real Madrid. Entre ces deux formations, il existe un contentieux. Depuis 2009, les deux équipes se sont affrontées 8 fois dans la compétition. 5 victoires pour les Espagnols, dont 2 en finale. C'est la phase favorite du Real de Madrid. Sans trop faire de commentaires, vous savez que le Real est arrivé à un certain niveau des grandes compétitions. Le Real ne perd pas ses matchs, il peut perdre même en championnat et puis venir en Champions League faire mouche. Un match se joue à 90 minutes, plus quelques minutes de temps d'arrêt de jeu et puis on verra ce qui va se passer après. Mais je pense que le Real est un peu favori, il va remporter le match. Je donne Liverpool comme favori, puisque ça fait la deuxième fois que le Real a battu Liverpool au Champions League. Mais cette fois-ci, moi, je sais que Liverpool ne va pas se laisser. Il ne va pas se laisser. Le Real a au moins 20% de se qualifier, mais Liverpool a au moins 80% de se qualifier. Bayern Munich, Paris Saint-Germain, l'autre rencontre qui rendra complètement folle les nuits européennes. Les Allemands possèdent l'un des meilleurs collectifs d'Europe, quand les Français sont les rois des individualités, avec le trio hyper offensif Messi, Neymar, Mbappé. Une équipe où il y a le meilleur trio d'attaque actuellement en œuvre aujourd'hui à travers le monde, c'est-à-dire la MMN, Messi, Mbappé, Neymar, c'est très fort. Mais bon, quand on est le Paris Saint-Germain et qu'on doit jouer le Bayern de Munich en huitième de finale, c'est toujours très risqué parce que c'est une équipe qui est habituée maintenant au débâcle inattendu, qui est devenu un peu sa marque déposée. Le hic de ces huitièmes de finale, les dates. Les matchs sont prévus pour février 2023 du fait de la Coupe du Monde qui se tient entre novembre et décembre 2022. Et que si le match doit se jouer dans une semaine, Paris est favori. Mais vu que ce sera après la Coupe du Monde, en février, on ne sait pas dans quel état vont revenir les grands joueurs de ces deux équipes-là. Donc ça risque d'avoir une autre configuration. Pour l'instant, au stade actuel, quand on regarde la forme des deux équipes, moi je dirais Bayern, mais en février c'est encore loin. Peut-être on va observer minutieusement la forme, le comportement des équipes. Mais pour ma part, au stade actuel, moi je miserais une pièce maîtresse sur Bayern. Madrid. Des absences qui enlèvent une petite saveur à la compétition. Quand une grande équipe comme le Barça aussi n'est pas dans la compétition, ça enlève un peu ça nous dégoûte un peu, ça enlève un peu le goût de la compétition. C'est quand même une très grande frustration de la part de tous ces Catalans et de l'ensemble de leurs supporters et sympathisants, et que cette équipe va se retrouver malheureusement à jouer les jeudis soirs. Mais globalement, moi je dirais que pour l'instant, c'est ce que le Barça mérite. Pour cette édition encore, le Real Madrid sera l'ennemi à abattre. Les clubs d'Europe veulent mettre fin à l'hégémonie du club espagnol qui a remporté 5 des 10 dernières éditions de la Coupe aux grandes oreilles. Oui, Hassen Konitamde, on dit que le football se joue à 11, mais à la fin, c'est toujours le Real de Madrid qui gagne la Ligue des Champions. Allez, bonsoir à tous nos amis supporters du FC Barcelone. On se retrouve demain à 19h30 pour le journal. Au revoir.